Radio, li fait 7 heures. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pou tè trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentre la caille non. Les gens qui manifestent, au moins, ils peuvent recevoir, ils peuvent parler, ils peuvent parler, nous. Eh ben non, arrêtez de mépriser Guadeloupéens, nous pas chiens, nous payons rien. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi en 3 sujets pour nous aborder, parmi eux, situation en Guadeloupe, côté colère population en montée haut depuis 15 novembre passé, ça chauffé en pile avec barricade dans la rue tout partout dans Pointe-à-Pitre, capitale Guadeloupe, dans Caraïbes. C'est crasé magasin, mettez du feu, pillage et puis c'est gros gourmet entre force l'audio avec manifestants. Question obligation pour Guadeloupéens ou prend vaccin anti-Covid là, vin joindre avec l'autre mécontentement qui était là déjà. Tout ça fait gros explosion. Autorités îles Caraïbes ça qui en bas contrôle la France gagnait en pile difficulté pour calmer situation. Et puis dimanche 21 novembre, c'était élection présidentielle avec législative dans Chili et puis élection régionale dans Venezuela, deux élections qui important en pile pour évolution politique de pays ça yo. Il n'y a pas que ça. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Eh bien, c'est gros crise dans Guadeloupe. L'école fermée depuis 19 novembre passé et tout parents obligés kembe Timounio Lakayo d'après décision autorité l'éducation yo à cause barricade qui toujours monté tout partout et puis manifestation avec violence qui pas suspend même dans nuit. Dans plusieurs communes dans île Guadeloupe là, c'est magasins manger, c'est pharmacie, il y a pillé et chaque fois gagné barricade, ça empêche nous avancer d'après ça. Gendarme déclaré par la presse dans commune Mornalo, yo mettez du feu dans un poste police et d'après témoignage gendarme tout yo recevoir des tirs qui sorti bon côté moun yo pas identifié. Cette tension qui a monté sans arrêter avec un mouvement social qui finit déchaîné dans Guadeloupe qui a protesté contre vaccination obligatoire entre autres. Dans nuit samedi 20 pour dimanche 21 novembre là, il y a un gros incident qui rivé et même il a obligé arrêter 37 moun d'après information yo. Ministre français de l'Intérieur Gérald Damanin
fait qu'on est 20 novembre que gagnait une cinquantaine d'agents yo voyé l'autre bois en renfort pour al potécoler avec gendarme qui sous place dans Guadeloupe. Maïté Hubert Toumo, c'est secrétaire général Union générale des travailleurs guadeloupéens, syndicat qui fait partie organisation qui mandait mobilisation générale ça, li a fait le point sous situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le 17 juillet, effectivement, une trentaine d'organisations ont appelé à une mobilisation générale dans tous les secteurs d'activité, dans toute la Guadeloupe. Dans la mesure où après 4 mois de marche pacifique, 4 mois de meeting, 4 mois d'appel, où on a déposé un préavis de grève générale, où on n'a pas été entendu, on n'a pas été pris en compte, eh bien évidemment, on réagit. Et il faut savoir, au contre-temps, malgré les relances concernant la plateforme de revendication, les seules réponses qu'on a eues, c'est la répression, la violence policière, les arrestations arbitraires. C'est tout ce qu'on a eu. Donc, il faut savoir que ce qui arrive actuellement, bien, c'est de la responsabilité totale et entière de la représentation politique de l'État français. Ils ont toujours répondu par la violence policière, par la répression. Et bien évidemment, aujourd'hui, la seule chose qu'on met en avant, c'est les casses, c'est les vols, justement, pour encore une fois justifier ce que le ministre de l'Intérieur a annoncé, l'envoi de forces armées, particulièrement le GIGN et le RAID, qui vient encore une fois pour massacrer les Guadeloupéens, pour réprimer les Guadeloupéens. Et dans notre pays, dans notre histoire, c'est toujours la réponse qu'on a eue. C'est la répression. Au lieu de la discussion, au lieu de la négociation, on a toujours la répression. Mais il faut savoir que plus on aura la répression, et plus en face, la population va réagir et va répondre. La nuit d'hier soir, tout ce qui s'est passé hier soir, c'est après l'annonce justement du gouvernement de la mise en place d'un couvre-feu et de l'envoi de renforts de forces armées, justement pour soi-disant rétablir l'ordre. Voilà la réponse. Alors, donc il s'agit uniquement de la provocation et de la violence policière. Vous appelez à poursuivre la mobilisation. On a lu le communiqué que vous avez publié hier, mais vous appelez à la poursuivre jusqu'à quand ? Alors, oui, on continue à appeler à la mobilisation, on continue le combat qu'on mène parce que jusqu'à présent, ce sont des milliers de Guadeloupéens qu'ils ont mis à la rue. Ce sont des milliers de familles guadeloupéennes désormais qui sont dans une situation très précaire. Et avec ça, en suspendant l'ensemble du personnel soignant, hospitalisé ou non hospitalisé, les établissements d'hospitalisation ou pas, c'est les services entiers qui ne fonctionnent pas. Donc, depuis septembre, on dit que le peuple est en danger parce qu'il n'a pas la possibilité de se faire soigner. Voilà la violence. Donc, on continue la mobilisation jusqu'à ce qu'on ait l'engagement de l'État qui vont répondre et qui vont mettre en place des mesures pour répondre à l'ensemble de la plateforme négociation qu'on a déposée depuis le mois de mai. Voilà ce qui va faire effectivement qu'on va sortir de cette situation. C'est la prise en compte des revendications qui va permettre enfin aux Guadeloupéens de pouvoir vivre dans leur pays, de pouvoir se soigner dans leur pays. La situation est trop critique. C'est la misère sociale. On ne peut plus continuer comme ça. Les gens ne peuvent plus tenir. Donc il faut absolument qu'ils s'asseyent et qu'ils prennent l'engagement de régler tous les problèmes qu'il y a en Guadeloupe. Tout au début, c'est vrai qu'il y avait la contestation contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Mais à travers cette mobilisation, l'ensemble des jeunes de Guadeloupe et la population a continué à dire que en Guadeloupe, il n'y a pas que ça. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il faut savoir qu'on avait mis en place un accord en 2009, l'accord Bino et l'accord du 4 mars, qui normalement était censé régler tous les problèmes en Guadeloupe d'ordre social, économique et politique, mais rien n'a été respecté. Donc aujourd'hui, la situation a empiré. La situation a empiré et c'est normal que finalement on aboutisse à cette situation de révolte. Les gens n'en peuvent plus. Les gens sont en colère et les gens n'en peuvent plus. Donc aujourd'hui, il est urgent et il est temps de régler les problèmes, de s'asseoir et de régler les problèmes pour permettre aux Guadeloupéens de vivre dans leur pays. Très rapidement, madame, on n'a pas beaucoup de temps. Je reviens à la réunion de demain. Vous en attendez quoi? Vous l'avez dit, vous êtes prêts, vous êtes ouverte à la négociation. Alors effectivement, on a entendu parler de dialogue, mais il n'y a aucun dialogue. Il faut savoir que nous, organisations qui avons appelé au mouvement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a reçu aucune invitation à négocier. Nous sommes les seuls
susceptible de dire ce qu'on veut. Puisque nous sommes dans la rue tous les jours. C'est nous qui devons négocier. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien obtenu. Donc, on ne peut pas parler de dialogue, on ne peut pas parler de discussion parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a invités à discuter ou à négocier. Devant violence kap monte sans rete lan Guadeloupe, Premier ministre français Jean Castex a recevoir lundi 22 novembre lan élu qui nan Guadeloupe yo, autorité donc régionale yo. Rencontre ça entre Premier ministre français avec élu guadeloupéen yo, c'est autorité régionale yo même qui te mandel. D'après ça, Sylvie Gustave expliquait, li c'est vice-présidente région Guadeloupe lan et li fait partie LREM, la République en marche, Emmanuel Macron. La situation est très très compliquée sur l'île, sur l'archipel. Et c'est vrai que nous faisons face à de nombreux barrages sur les côtes, un peu partout, et ça nous met extrêmement en difficulté puisque nous faisons un point régulier avec la cellule de crise de la préfecture et les malades ne peuvent pas être acheminés au CHU. Nous avons également des problèmes d'approvisionnement de repas de ces malades et nous avons également des problèmes d'approvisionnement sur la partie électricité. Ce que nous disait EDF tout à l'heure. Ouais, vous parliez à l'instant du président de la région, Harris Chalus, qui sur France Info a eu des mots très forts à l'encontre de l'exécutif. Il regrette de ne pas avoir été convié à la cellule de crise présidée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce soir, place Beauvau. Harris Chalus qui a parlé de mépris. Mépris, c'est le mot que vous employeriez également ? Je dirais que ce que nous voyons avec cette crise sanitaire, c'est que ce qui est appliqué sur le territoire hexagonal ne peut pas être appliqué de facto sur notre archipel, sur la Guadeloupe, sur la Martinique, sur la Guyane, puisque nous avons des spécificités. Et je pense que le président Harris Chalus a totalement raison quand il dit qu'il faut davantage de concertation avec les élus, puisque nous sommes au quotidien et en proximité avec la population. Vous êtes de la majorité présidentielle de la République en marche. Vous marquez néanmoins votre désapprobation ce soir face aux mesures prises par le gouvernement. Écoutez, le gouvernement nous sommes dans une crise sanitaire. C'est le pouvoir régalien du gouvernement de gérer cette crise, mais il faut pouvoir l'adapter aux spécificités locales. Et d'ailleurs, je crois que lors des 2e, 3e et 4e vagues, les élus locaux de l'Hexagone avaient également réclamé qu'on puisse décliner, décentraliser la gestion des crises sanitaires parce que chaque territoire a sa spécificité. Propositions ce soir qui sont assez fermes, des agents du GIGN, du RAID, des policiers, des gendarmes envoyés. C'est ça la solution pour vous ? C'est la bonne ? Je dirais que non, ce n'est pas la solution. Bien qu'il faut le dire, il y a eu de nombreux pillages et aujourd'hui beaucoup de magasins pillés, beaucoup d'actes de vandalisme. Donc, il faut évidemment rétablir l'ordre, mais en même temps, je pense qu'il faut absolument ouvrir le dialogue avec tous les acteurs de cette crise, à savoir les syndicats, les services de l'État et évidemment les élus locaux qui sont majeurs dans cette crise. Je pense qu'il faut continuer ce travail de dialogue. Dans la OUA, dans Guadeloupe, organisation, dans mouvement social, là, fait qu'on est, yo vle chita parler, fait dialogue sur une série gros problèmes, y a posé depuis longtemps, et puis qui pas concerné question vaccination contre Covid seulement. Pendant ce temps, yo dit, y a renforcé mobilisation depuis quelques mois. Temps en temps, te gen mouvement levé campé dans la rue, dans Guadeloupe, à partir de juillet, yo te vin pi régulier mouvement sa yo avec manifestation chaque semaine. Eli Domota, c'est leader mouvement Lianage contre profitation LKP. Ça va faire 4 mois nous en mobilisation.
4 mois que nous avons marché tous les samedis, 4 mois que nous avons fait meeting, 4 mois que nous écrit président de la République française, nous écrit Castex, nous écrit Véran, nous écrit préfet, nous écrit l'ARS, nous interpellé les parlementaires, les maires, conseil général, conseil régional, pour nous parler de nos dicades, nous déposer des préavis de grève, nous mettons en grève, pas nous pour lever nos dicades, ni dans la fonction publique, ni dans le privé, pas nous pas occuper de ça, nous qu'a dit. Donc si maintenant ça nous décider de prendre la rue là et de mettre nous volontairement la rue là pour nous payer vrai caillou qu'a dit nous. Et donc depuis lundi, nous commençons à faire un certain nombre de petits barrages de escarmouches et nous avons monté crescendo et nous avons assumé et nous avons dit encore, il n'est pas normal qu'il y a un pays dit civilisé en 2021, qu'il y a des travailleurs salariés, qu'il y a chômeurs, qu'il y a retraités, qu'il y a peuple Guadeloupe, qui a manifesté en la rue, qui a dit très clairement à plus de 75%, qu'il n'est pas d'accord avec la politique vaccinale, qu'il n'est pas d'accord avec la gestion de la crise sanitaire, qu'il a demandé des comptes, notamment les paquets de morts qu'il y a en Guadeloupe là, parce qu'il n'y a pas tenu soin pour Guadeloupéens, et que je dis la seule réponse à l'État français, c'est le mépris, c'est les intimidations et c'est la répression. Nous pas qu'à accepter ça. Il faut respecter travailleurs Guadeloupe, il faut respecter peuple Guadeloupe, il faut respecter Guadeloupéens. Il est hors de question que nous acceptions autant de mépris. Et donc c'est pour ça que nous avons demandé tout travailleur, nous avons demandé tout salarié, nous avons demandé tout chômeur, nous avons demandé tout retraité, nous avons demandé tout le monde qui est pris de justice et de liberté de rejoindre les piquets de grève, de rejoindre les barrages, de mettre à disposition de façon à ce que nous racher négociation en l'air ça travailler peuple Guadeloupe qu'a demandé aujourd'hui là. Nous ne pouvons pas subir mépris et indignité qu'on sent en pays là, ça pas normal. Et donc nous allons lancer un appel à l'unité, à la solidarité et demander salariés, travailleurs, chômeurs, retraités, tout le monde de rejoindre la lutte. Quand yo vle, quand yo paye, Jean yo vle, Jean yo paye. De façon à ce que ces messieurs respectent nous. Et encore une fois, non, nous pas mériter ça, il a passé là, du tout. Et là, nous attendons, yo ka dit nous, les zones qui ont 87% ou 90% de taux de vaccination à dans l'hôpital là, c'est faux, archi faux. Je dis là, si vous tiennent compte de ça, vous avez créé le statut vaccinal complet, qui c'est au moins 2 doses, plus son 3e à moins de 6 mois, eh bien, quasiment pas au monde banni statut vaccinal complet. Or, vous avez dit que le statut vaccinal complet est censé protéger le monde. Je dis là, la preuve est faite, c'est pas en politique sanitaire, c'est pas en politique de santé publique, c'est en politique qui est basée sur l'asservissement, sur la remise en cause des libertés, sur la soumission et sur le piétinement des droits et des libertés. Et donc c'est pour ça que nous, Guadeloupéens, il faut nous lever de bout. Tout partout nous, il faut nous lever de bout et porter contribution à nous, de façon à ce que nous faisons ces messieurs respecter un pays en nous quittant nous. Samedi, est-ce que vous allez continuer à faire ces meetings-là, vous allez faire là? Donc pour l'instant, nous en la rue là, nous décider de prendre la rue là parce que c'est celles gens qui tiennent compte de nous. Nous marcher, nous parler, nous faire preuve de civilité, nous voyer courrier, nous faire vidéo, nous demander audience, nous téléphoner, nous voyer mail, nous voyer fax. Seule réponse à ces messieurs, c'était répression. Nous n'y plus d'une vingtaine de camarades nous qui déjà condamnés à dans le cadre des piquets de grève. Nous n'y plusieurs camarades qui convoqués devant le tribunal. Tous les jours, ces messieurs qui interviennent sur les piquets de grève, qui foutent camarades nous lacrymogènes avec coup de matraque et hier encore nous médecins font session camarades à la CGTG si on piqué ça caille mais ni 2 semaines d'interruption de travail pas vrai mais c'est ça qui arrive aujourd'hui là et dans tout ça pas monde pas dire noyer dans qui pays au monde même dans les dictatures les plus féroces les monde qui manifester au moins yo ka recevoir yo puis yo peut parler ba yo pas parler ba nous eh ben non arrêtez mépriser Guadeloupéens nous pas chien nous payer pour rien. Eli Doumouta, leader mouvement lianage contre profitation, faut nous rappeler ça, il était à la tête d'une coquine mobilisation qui était faite déjà pendant plusieurs mois en 2009 dans Guadeloupe. C'est un dossier donc pour nous continuer suivre. Chili, c'est élection présidentielle, législative, sénatoriale et régionale 21 novembre. Élection ça a été faite après 2 ans, côté te gagné gros agitation sociale et politique dans Chili. Élection présidentielle ça a eu pral permettre Chilien choisir qui est-ce qui a remplacé actuel président Sébastien Pinera qui c'est un conservateur, monsieur pas participer dans l'élection ça. Franck Godichaud, professeur des universités en histoire et études latino-américaines, l'a fait un palais sous élection ça.
L'enjeu est considérable. On est effectivement dans un moment clé de l'histoire chilienne. À 2 ans de la grande révolte qu'il y avait eu en 2019, il y a une assemblée constituante, en tout cas une nouvelle constitution qui est en cours de rédaction. Et le président sortant, votre reportage l'a bien dit, est vraiment au plus bas dans les sondages. Il y a une grande crise de légitimité de la politique en général, des partis. Et donc, pour les Chiliens, c'est un vote important qui va permettre de savoir est-ce que toutes les demandes sociales qui sont exprimées depuis 2 ans vont commencer à avoir un début de réponse, même s'il y a aussi beaucoup de désillusions. Et l'abstention, il faudra la regarder de près, sera probablement assez forte. Et on l'a dit également dans le sujet, il y a 2 candidats, 2 favoris qui se détachent pour la présidentielle, des candidats que tout oppose. Est-ce que c'est le symbole de la fracture politique au Chili ? Oui, c'est une traduction différée de cette polarisation et de cette division de la société chilienne. Gabriel Boric de la gauche et du centre-gauche qui revendique quand même mettre fin à toute une partie de l'héritage de la dictature, du néolibéralisme démocratique qu'il y a eu depuis 90, qui a une critique très forte sur le modèle de développement. Et de l'autre, un candidat d'extrême droite qui revendique ouvertement Pinochet, mais surtout qui incarne une demande d'ordre xénophobe d'ailleurs, et qui est prêt à militariser le sud du pays, par exemple, contre le peuple mapuche. Donc là, il y a 2 visions qui s'incarnent et qui sont en opposition assez frontale. Donc effectivement, l'issue du scrutin sera capitale pour savoir dans quelle direction le Chili va aller, et ça aura des impacts régionaux, latino-américains assez importants également. Il y aura forcément, selon vous, à l'issue de ce scrutin, une rupture avec la politique actuelle ? Alors là, c'est là où les difficultés commencent. Entre les discours et les pratiques, il faudra voir dans quelle mesure, si pour l'instant le favori des sondages étant Gabriel Boric, donc du gauche, centre-gauche, est capable véritablement de mettre en œuvre son programme, est capable d'incarner les fortes demandes sociales de plus d'égalité, de plus de services publics, de moins de marchandisation de l'éducation, de la santé, dans un pays qui reste d'une part fragmentée et d'autre part où une partie des élites sont très conservatrices, très hostiles à tout changement un peu, disons, net. Donc là, les difficultés sont là, et même si Cast, donc l'extrême droite, perd, elle est bien installée dans le pays et compte bien continuer à se construire dans les années à venir. Alors vous parliez du taux de participation qui va être scruté de très près. Il y a également autre chose qui va être suivie, c'est le vote de la jeunesse. On a vu au Chili, on a une jeunesse très déterminée. Tout à fait. La jeunesse a été au cœur en fait des grandes mobilisations sociales, pas seulement depuis 2019. Il faut se rappeler les grandes mobilisations étudiantes des lycéens de 2011. Et cette jeunesse, cette nouvelle génération qui n'a pas connu la dictature, elle compte bien se faire entendre. D'ailleurs, pas forcément dans les urnes. Il y a toute une frange de la jeunesse qui rejette le système électoral en général, mais qui est politisée, très politisée, et qui va continuer à se mobiliser, même si là aussi il y a des difficultés. La pandémie, la crise économique actuellement au Chili est très très forte, et ça aussi, ça a des impacts sur le vote et sur les formes de mobilisation des jeunes aujourd'hui. Venezuela, élection municipale et régionale. C'est élection qui gagnait un niveau de participation personne pas attend, et en même temps élection ça là-dedans il y a opposition qui retournait participer dans compétition dans Venezuela, même tout observateur international yo retournait après que yo te fin décidé yo pas observer élection dans Venezuela. Opposition fait connaître que c'est 65 000 candidats que le te gagné, mais il était très divisé d'après observation qui fait, et dans ce sens il est difficile pour yo capable river mettre do chavisme à terre dans Venezuela. C'est ça que Christophe Ventura expliquait lui-même, qui c'est directeur de recherche dans l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques IRIS.
depuis 2018, grosso modo, c'est la première fois que l'opposition accepte de participer à l'élection vénézuélienne. Ce sont des élections quand même assez massives, puisque il y a 3000 mandats en jeu, il y a 23 États en jeu, il y a 335 mairies en jeu. Bref, il y a la possibilité réellement d'une nouvelle ventilation, d'une respiration de la vie politique vénézuélienne avec cette élection. Et ce qui est important, c'est que l'opposition finalement a mis de côté sa stratégie d'abstention ou de changement de régime lorsqu'on parle de celle de Juan Guaido pour finalement participer à cette élection. Alors justement, expliquez-nous pourquoi elle a décidé aujourd'hui de participer à cette élection. C'est un changement de stratégie ? C'est un changement de stratégie copernicien même, parce que l'opposition a essayé beaucoup de stratégies avant, l'abstention, le refus de cautionner le système politique vénézuélien, même parfois des manifestations de rue qui ont été assez violentes, on s'en souvient, etc. L'appel aux États-Unis, à l'Union européenne, enfin bref, la communauté internationale contre le gouvernement vénézuélien, c'est tout ça qui a été essayé et qui a échoué en fait. Donc l'opposition aujourd'hui qui est divisée et qui n'a pas réussi ce qu'elle voulait, c'est-à-dire le départ de Nicolás Maduro, accepte de reparticiper à une confrontation sur le terrain démocratique. En gros, elle reconnaît qu'elle a échoué finalement, c'est ça ? Oui, elle reconnaît qu'elle a échoué, et puis en plus l'opposition, ces élections se passent dans un contexte où il y a aussi un processus de dialogue nouveau entre le gouvernement, le chavisme et les oppositions à Mexico depuis le mois d'août 2021, qui là est suspendu à cause de l'arrestation de monsieur Alex Saab par les États-Unis. Le gouvernement vénézuélien décide de ne plus participer à ce processus, mais enfin, il est lancé, il pourra peut-être reprendre. Il y a toute une série comme ça de dynamiques, si vous voulez, qui donne à cette élection une importance au-delà de simplement des mandats qui sont en jeu électoraux. Alors, l'opposition y participe effectivement, mais en ordre dispersé. C'est ce qui fait sa faiblesse aujourd'hui encore. Pourquoi est-elle incapable de s'unir si vraiment son objectif est de se débarrasser de Maduro ? Parce que dans l'opposition, il y a 4 grands partis aujourd'hui au Venezuela qui sont opposés au chavisme, qui lui, par contre, est tout à fait uni, et c'est aussi pour ça que ça va jouer dans le résultat de l'élection, puisque le chavisme part uni, alors que l'élection, elle part, unie dans le fait d'y participer, mais divisée dans ses candidatures. Chacun va se concurrencer, etc. Il y a 65 000 candidats pour l'opposition contre 3 000 candidats pour le PSUV. Sur les 70 000 effectivement, candidats... 65 000 candidats, forcément, ça va se perdre. Voilà, c'est le risque... C'est ça, c'est que vous ayez 65 000 candidats de l'opposition qui en fait vont se concurrencer, et en face le chavisme lui a fait tout un système de primaires finalement qui aboutit à un candidat par mandat, alors que l'élection arrive avec X partis pour le même candidat. Donc du coup il y a ce risque pour l'opposition, mais enfin vous voyez qu'elle est quand même très présente dans cette élection, et aujourd'hui elle est divisée sur quoi ? Il y a quand même en son sein une frange qui conteste toujours la légitimité de Nicolás Maduro, qui n'accepte pas sa légitimité présidentielle. Il y a une autre frange qui, elle, accepte la négociation, en fait, et le parcours démocratique pour trouver à la fin la volonté d'une élection présidentielle au Venezuela. Nicolás Maduro dit « Vous attendrez 2024, la fin de mon mandat », et les opposants disent « On veut des élections présidentielles le plus tôt possible ». C'est là-dessus aujourd'hui que la divergence reste quand même profonde entre les deux camps. Eh bien, c'est comme ça, notre fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui passe sous scène internationale. Source nous t'ai consulté pour émission ça, c'est France Antilles, Guadeloupe, Outre-mer News, AFP, RT France, France Info, TV5 Monde. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sur ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non.